bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. J'ai plein de raisons d'être heureux. Je vais les résumer très, très rapidement. Et heureux de retrouver Céline Claverie, avec qui j'ai eu la joie de travailler dans des vies antérieures. Et puis là, je découvre qu'il y a Blandine Kriégel, qu'il y a Catherine Bréchignac, ce qui me réjouit beaucoup. Là aussi, ce sont toutes mes vies antérieures là, qui se rassemblent, donc ça me fait très plaisir. Et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant elle aussi et devant vous tous. Très heureux d'être à HEIP, un jour d'anniversaire, parce que c'est vrai que dans le passé, j'étais attentif à votre généalogie. J'étais très attentif à ce moment de la fin du 19e siècle où la France devait se reconstruire après le traumatisme de 1870 et se reconstruire avec des principes qui finalement sont aussi ceux dont nous avons besoin aujourd'hui, même si nous n'avons pas une Alsace et une Lorraine à reconquérir, mais nous avons à consolider la République. À l'époque, la consolidation de la République, ça passait notamment par la consolidation de l'école. C'est les grandes lois Ferry de 1881 pour rendre l'instruction obligatoire. Ça va faire... je vois encore d'autres visages amis, donc je suis très, très, très heureux de les saluer aussi. Bonjour, cher Michel. Et là, il y a donc en 1881 et au moment des débuts de la Troisième République, cette nécessité de reconstruire la République, de lui donner une assise, de faire en sorte qu'elle perdure. Et ça passe d'abord et avant tout par l'éducation. Donc par l'enseignement scolaire, dans l'exemple que je donne avec les lois Ferry, mais évidemment aussi par l'enseignement supérieur, par le lien entre la recherche, la pensée et la transmission des savoirs, par le développement des sciences sociales, des sciences du politique. Et à l'époque, des hommes comme Émile Durkheim sont évidemment porteurs de cela. Et cela se traduit par de la création d'institutions de savoir, dont la vôtre. Et c'est essentiel aujourd'hui d'aller puiser dans ces racines-là les principes dont nous avons besoin dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin que vous, les jeunes qui allez prendre des responsabilités dans les temps à venir, eh bien, vous soyez nourris de ces principes, qui sont en réalité des principes éternels, qui étaient déjà présents chez les penseurs de l'Antiquité, et qui ont pour nom intérêt général, sens du long terme, je vais y revenir, et dépassement de soi. Autrement dit, ce que vous faites au travers de vos études et des engagements que vous prendrez dans le secteur public, dans le secteur privé, mais à chaque fois aussi en ayant votre pays à l'esprit. Et ce point est très important. Vous êtes la France de demain et vous devez vous former pour construire cette République de demain. Alors ce soir, on m'a demandé de m'exprimer surtout au travers de mon livre que je viens d'écrire, La Citadelle, de façon à vous dire ce que, au travers de l'expérience ministérielle que j'ai pu avoir pendant 5 ans, eh bien, on peut illustrer justement comme principe d'aujourd'hui, principe d'action pour aujourd'hui. Je vous rassure, je ne vais pas faire une conférence de 2 heures. On m'a dit que j'avais 20 minutes, une demi-heure. C'est bien ça. Qu'après, il y aurait des questions et des réponses. Et donc, je voudrais relier ce qui est écrit dans ce livre à des problématiques que vous étudiez, que vous vivez aujourd'hui et qui ont trait à la consolidation justement de la République et de la démocratie. Aujourd'hui, pour moi, la démocratie fait face à plusieurs défis et ces défis, parfois, la rendent fragile par rapport à toutes les forces qui ne sont pas démocratiques, que ce soit les forces externes, on pense aux autoritarismes qui dominent aujourd'hui, mais aussi aux forces internes qui parfois sont même les relais de ces autoritarismes externes. Le premier des défis, et le livre en est une illustration des réponses possibles, c'est la relation de la démocratie au long terme. Est-ce que la démocratie n'est pas un régime plus faible que les autres du fait de sa difficulté de relation avec le long terme? Là, ce problème est vieux lui aussi. Tocqueville, par exemple, le traite très clairement de la démocratie en Amérique. Et à l'époque de Tocqueville, comme dans les siècles antérieurs, la grande typologie qu'il a à l'esprit, c'est monarchie, aristocratie, démocratie, donc le pouvoir d'un seul, la monarchie, le pouvoir de quelques-uns, l'aristocratie, le pouvoir de tous, la démocratie. Et il nous dit on pourrait trouver une certaine supériorité à la monarchie et encore plus à l'aristocratie pour être capable d'avoir de la continuité dans l'action publique. Par définition, le roi a le temps devant lui, tandis que la démocratie est soumise aux aléas des élections, par principe même. Et est-ce que ça n'est pas un inconvénient quand on doit construire dans la durée ce que la République, l'idée de République est supposée faire? La chose publique,
La res publica, c'est savoir se projeter dans le futur. Y a-t-il pas une contradiction propre à la démocratie derrière cela? Et en effet, et il nous dit, et en effet, sur bien des sujets, on peut voir que l'aristocratie en particulier, le système aristocratique, le système des meilleurs, comme dirait Platon, eh bien, est un système qui pourrait être supérieur. Néanmoins, en réalité, la démocratie, dans un deuxième temps, a une supériorité plus grande dès lors que ceux qui exercent le pouvoir ont les vertus républicaines, celles d'être capables de se projeter dans l'avenir et d'être capables d'avoir le sens des continuités. Dans une république comme la nôtre, ça signifie que l'administration incarne cette continuité, mais ça signifie aussi que les partis politiques sont suffisamment républicains pour avoir le sens de la durée. Or, s'il y a bien un domaine qui est l'illustration de cet enjeu, c'est évidemment l'éducation. Quand vous faites des politiques publiques éducatives, vous ne les faites pas pour le mois prochain, vous ne les faites pas pour le jour d'après, vous les faites en ayant à l'idée ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Exemple, la formation des professeurs, qui est un des sujets les plus importants en matière éducative. Quand vous faites des évolutions de la formation des professeurs, l'effet que vous avez, il est sur les élèves, il est sur minimum 5 ans, mais en réalité 10 ans, 20 ans, pour des raisons évidentes. Et donc, ce qui a été déjà très important pour moi, et que j'essaye d'illustrer dans le livre, c'est déjà de rester longtemps, d'être un ministre stable, d'être un ministre qui reste 5 ans au pouvoir, de façon à s'inscrire dans la durée. Alors, il ne vous a pas échappé que 2 records ont été battus par le président de la République. Un, d'avoir le ministre le plus long de l'histoire de la République en matière d'éducation, votre serviteur. Et puis, depuis 2 ans, 5 ministres en 2 ans. Donc, il a battu l'autre record en même temps, qui est l'instabilité ministérielle à l'éducation nationale. Il va de soi que ce deuxième record est moins glorieux parce que, et je le dis en toute modestie, mais parce que c'est exactement l'inverse de ce dont on a besoin pour l'éducation nationale. On a besoin de continuité. Alors, je raconte cela, je raconte à quel point, avec le président de la République, l'idée était que sur 10 années, nous pouvions avoir une vision des réformes, et que, bien entendu, cela supposait que quelqu'un me succède en 2022, mais que cette personne se situe dans la continuité et elle-même la durée, et que nous puissions, en quelque sorte, avoir 2 étapes dans les réformes nécessaires. Mais tout le livre consiste aussi à rappeler ce qui a été fait pendant ces 5 années et qui, justement, s'inscrit dans la durée. Je vais les résumer, je ne peux évidemment pas être complètement exhaustif, mais ce qui a été ma première priorité, c'est là aussi un enjeu de très long terme, c'est l'école primaire en France, c'est les savoirs fondamentaux à l'école primaire, l'ancrage des savoirs fondamentaux à l'école primaire, qui est passé par 4 politiques publiques essentielles à mes yeux. La première, c'est la plus connue et que vous avez tous vue, qui est le dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire. Cette politique du dédoublement concerne désormais 400 000 enfants par an. Elle a abouti à un point qui n'est jamais souligné dans les médias et que j'ai plaisir à souligner ce soir, c'est que nous ne sommes plus le pays le plus inégalitaire au sein de l'OCDE, d'après la dernière évaluation internationale Pearls de l'école primaire. Et cette réalité se traduit par le fait que dans ce qu'on appelle les REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire les plus défavorisés, eh bien, le niveau s'est rapproché de ce qu'on appelle les REP, et les REP eux-mêmes se sont rapprochés de ce qu'on appelle les non-REP, c'est-à-dire 80% des établissements. Ce point-là a été majeur, ça a été le plus visible, le plus spectaculaire, puisqu'on a réussi à enclencher cette politique dès septembre 2017. Et là aussi, il y avait quelque chose que je visais au travers de cette politique, c'était de démontrer dès 2017 que l'éducation nationale, loin d'être le pachyderme préhistorique parfois caricaturé, je n'utilise jamais le mot qu'il y a derrière la périphrase que je viens de faire, derrière, qu'en réalité, loin d'être cela, cette maison peut réformer, cette maison peut évoluer, cette maison, l'éducation nationale, n'est pas condamnée à l'immobilisme, et donc il y a un optimisme possible, un volontarisme possible pour l'éducation nationale. Et d'ailleurs, c'est tout l'esprit du livre de dire que, bien sûr, il y a des crises, bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, il y a des obstacles, mais en fait, on arrive quand même à des choses dès lors qu'on a les idées claires et un cap et une volonté. Et donc, le dédoublement a été la première des politiques. Une deuxième politique, un peu moins visible, mais très importante, c'est ce qu'on appelle les évaluations
de début d'année. C'est dans l'actualité en ce moment, parce que ça se passe en septembre-octobre. Si vous avez des enfants autour de vous qui sont en début de CP, en début de CE1, en début de CM1, en début de 6e, en début de 4e ou en début de seconde, vous savez de quoi je parle. C'est le fait qu'en début d'année, on regarde le niveau précis de chaque élève de France en français et en mathématiques. Et ça a énormément d'importance parce que ça permet à chaque professeur de ces niveaux-là de savoir où en est chaque enfant. Et ça permet aussi au système, que ce soit l'école elle-même, le territoire ou la France, le pays, et donc le ministre en charge, d'avoir une vision de là où en est le système scolaire et l'évolution des élèves. C'est très important. Et au passage, c'est une des illustrations que vous pouvez avoir, pour vous qui étudiez les politiques publiques, de la nécessité d'évaluer et de la nécessité d'avoir des tableaux de bord, de savoir où on va. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous naviguez dans la brume à partir d'idées générales et sans savoir très bien ce qui se passe sur le terrain. Comme nous sommes le seul pays au monde à avoir ce système-là maintenant, nous sommes le seul pays au monde à avoir pu mesurer les dégâts du premier confinement sur le niveau des élèves. Nous avons pu mesurer le fait que les élèves ont commencé à progresser grâce aux premières mesures. Nous avons pu mesurer le degré de la chute liée au premier confinement. Et nous avons pu mesurer aussi les progrès qui sont repartis ensuite. Et ça, c'est typique d'une approche de long terme, c'est-à-dire de quelque chose qui prend en compte le fait que eh bien, ça prend du temps d'avoir un rebond du niveau des élèves à l'école primaire. Ça nécessite beaucoup de temps. Et pour que ce soit piloté, ben, il faut avoir des évaluations de ce type. Une troisième chose encore moins visible que la deuxième chose, ça a été ce qu'on a appelé le plan français et le plan mathématique, c'est-à-dire le fait de faire une formation continue sur mesure à tous les professeurs des écoles de France, en français et en mathématiques, tenant compte de ce que le Conseil scientifique de l'éducation nationale que nous avons créé, présidé par Stanislas Dehaene, qui est professeur de sciences cognitives au Collège de France, que cette formation des professeurs tienne compte de ce que nous savons de plus efficace pour faire progresser les élèves en français et en mathématiques. Et puis en quatrième lieu, et ça aussi c'est dans l'actualité à contrario, nous avons concentré tous les nouveaux moyens que nous pouvions avoir sur l'école primaire, parce que la France était dans une situation tout à fait illogique, avec un sous-investissement dans son école primaire par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, et par contre un peu plus que la moyenne des pays de l'OCDE dans son enseignement secondaire. Ce qui évidemment est une aberration, puisque ce que vous investissez dans le primaire, c'est ce que vous n'avez pas à investir dans le secondaire, si je puis dire. Mieux vaut avoir des élèves très solides quand ils arrivent en sixième sur les savoirs fondamentaux que d'avoir à rattraper ça par toutes sortes de mécanismes dans l'enseignement secondaire. Donc c'est tout ce rattrapage-là qui s'est fait. Et un élément d'optimisme sur ce premier point que je voulais aborder, qui était la question du long terme, c'est que, là encore, une nouvelle que vous n'entendez pas beaucoup dans les médias, c'est que le niveau de l'école primaire en France a rebondi ces dernières années et que donc il y a une progression du niveau des élèves en France. L'année dernière, vous avez entendu parler de PISA, vous savez tous ce qu'est PISA. Vous entendez tous dire, vous entendez tous à la radio, la France a décroché, la France est dans une situation catastrophique, etc., etc. Vous n'avez pas du tout entendu parler de PIRLS. Or, là aussi, c'est très intéressant, cette fois-ci, au titre des enjeux d'information et de communication que vous étudiez aussi, puisque dans le premier cas, PISA, ça mesure des élèves de 15 ans. Les élèves de 15 ans, donc, qui sont du niveau collège, qui n'ont pas du tout bénéficié des mesures dont j'ai parlé auparavant et qui ont pâti du premier confinement, mais moins que d'autres pays, puisque nous avons fermé 12 semaines, quand nos voisins allemands, par exemple, ont fermé 38 semaines, les Italiens, même chose, etc. Et première observation sur PISA, on vous dit la France décroche. Non, la France est, pour les élèves de 15 ans, dans une situation qui n'est pas bonne, hein, ça il faut bien le dire, mais elle est exactement au même niveau, à quelques points près, parfois plus, parfois moins, que tous ses voisins, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne. Dans PISA, et probablement je suis en train de surprendre beaucoup d'entre vous, parce que l'idée qu'on a, c'est la France est pire que les autres. Non, dans PISA, nous sommes comme les autres, c'est-à-dire à quelque chose qui ne va pas, mais nous sommes comme les autres. Et ma prévision, si je peux dire, mais elle dépend évidemment de beaucoup de facteurs, c'est que
les progrès enregistrés dans le primaire vont commencer à se voir dans les prochains PISA, puisque c'est dans la durée que l'on peut réussir une remontée du niveau. Mais nous avons, disons, pâti 2 fois moins que les autres du confinement, et nous avons donc, ça se voit dans PISA, où nous sommes désormais au même niveau que les autres, alors que dans le précédent PISA, nous n'étions pas au même niveau que les autres. Mais surtout, le point le plus véritablement positif, c'est que dans l'évaluation Pearls, qui est aussi robuste que PISA et qui concerne le niveau de lecture des élèves de 8 ans dans le monde entier, là, il y a deux pays qui ont progressé en 5 ans, 2 pays au monde. Ces 2 pays sont le Portugal et la France. Nous sommes donc un des 2 pays qui a rebondi dans cette période. Ça signifie que non seulement dans cette période, nous avons limité les dégâts s'agissant de l'impact du Covid, parce que nous avons beaucoup moins fermé que les autres, mais nous n'avons pas que limité les dégâts, nous avons réussi à progresser malgré la crise sanitaire. Et ça, c'est un élément extrêmement positif pour le pays, et que, évidemment, probablement vous entendez pour la première fois ce soir, et c'est pour ça que j'ai à cœur de le dire et de l'illustrer dans le livre. Donc la relation au long terme, elle suppose pour la démocratie d'abord d'avoir des gouvernants qui se projettent dans la durée, qui prennent des mesures en pensant non pas à la prochaine élection, mais à l'état du pays dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Exactement comme lorsqu'on crée une institution de savoir comme HEIP, on se projette sur ce que sera le pays dans plusieurs décennies pour former les jeunes qui vont prendre des responsabilités dans ce pays. Donc il faut avoir cette approche de long terme, mais il y a aussi une deuxième dimension qui est avoir une bonne information, avoir un bon diagnostic de la situation, avoir un jugement convenable, correct. C'est le sens des évaluations dont j'ai parlé, mais c'est aussi le sens de l'interprétation des évaluations internationales dont je viens de parler, et donc avoir un jugement correct qui permet de se projeter dans le futur. Donc il y a un risque de myopie de la démocratie, un risque de difficulté à être dans des logiques de long terme. Nous le voyons, tous les pays démocratiques subissent une sorte de crise de cela. Ça se voit par exemple dans les élections américaines aujourd'hui. La difficulté de ne pas parler seulement du lendemain matin ou ne pas parler seulement des problèmes immédiats, mais d'être capable de projeter des problématiques comme celle de l'écologie, comme les problématiques géopolitiques, comme les problématiques de déficit budgétaire, de se projeter dans une vision à long terme, est évidemment un problème inhérent à la démocratie. Mais quand on en a conscience, ce n'est pas un problème fatal, c'est un problème qui peut être compensé, d'où l'importance d'avoir des gouvernants qui se forment pour cela et qui devant l'opinion publique, savent aborder ces questions-là. Premier sujet, donc la question de la myopie démocratique. Il y a un deuxième sujet qui est ce qu'on peut appeler l'entropie démocratique. Là aussi, chez Tocqueville, on voit, il n'utilise pas ce mot, mais c'est un enjeu qu'on voit très bien dans De la démocratie en Amérique, qui est un ouvrage que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas déjà lu. Je ne vais pas être démenti par mes amis ici présentes. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville pointe la première phrase du livre indique qu'il y a une progression qui semble, pour la très longue durée, vers ce qu'il appelle l'égalité des conditions, c'est-à-dire que la grande idée matrice des temps modernes qui s'ouvre, telle qu'analysée par Tocqueville. Je rappelle que ce livre est encore le livre fétiche des États-Unis. Hein. C'est pas un livre marginal. Quand vous êtes aux États-Unis, s'il y a bien un livre qui est regardé, c'est celui-là. Et nous, Français, nous négligeons ce livre qui pourtant est le livre très important, écrit par un Français et considéré comme le livre le plus important par la première puissance mondiale. Donc ce livre mérite d'être lu, ne serait-ce que pour cette raison. Mais en plus, il pointe ça, c'est-à-dire l'arrivée du principe égalitaire dans les sociétés modernes. Et Tocqueville ne voit les aspects positifs et négatifs d'une telle évolution. Tocqueville essaye d'analyser, comme sur le sujet du long terme, en quoi il y a une évolution désirable derrière cela, mais aussi en quoi il peut y avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui des effets pervers. Et ce que j'appelle l'entropie démocratique, c'est finalement le corollaire de cela, c'est-à-dire que, notamment au travers de la notion d'état de droit, chère à Blandine Kriegel et qui est consubstantielle à la démocratie, eh bien, nous sommes allés vers des sociétés qui multiplient les droits, multiplient aussi les modes d'accès aux droits et multiplient les instances juridiques, c'est-à-dire les juridictions,
mais ça peut être aussi les autorités administratives indépendantes, ça peut être toutes sortes de structures. Mais en tout cas, il y a une démultiplication des droits et des instances du droit. Et ça, c'est aussi une grande caractéristique de notre époque. Et cette époque qui développe les droits, c'est évidemment, ça semble positif en soi, mais ça crée une forme de fragmentation des droits et d'attente permanente d'une sorte de toujours plus vis-à-vis de l'État. Et là aussi, le livre vient en illustration de cela, c'est-à-dire qu'il y a une attente vis-à-vis de l'école qui est d'autant plus importante que la société souffre de nombreux maux et qu'elle attend de l'école le fait de les résoudre. L'école, en effet, doit résoudre beaucoup de problèmes parce qu'elle prépare l'avenir et elle prépare les jeunes à prendre des responsabilités. Mais il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas écrasée par le poids de ce que l'on attend d'elle. Je peux citer beaucoup d'exemples de ce qu'on attend de l'école. Former les élèves à la sécurité routière, lutter contre l'obésité, l'ensemble des enjeux de santé publique liés à l'école, la lutte contre le harcèlement, la formation à la déontologie en ligne. Tout ce que je viens de dire est hyper légitime. Mais si toute la journée on ne fait que ça, et que les enfants ne savent pas lire, écrire, compter et respecter autrui, cela peut finir par poser des problèmes. Et là aussi, le rôle du ministre de l'Éducation nationale, il est, avec bien d'autres, de regarder comment on a une approche équilibrée de cela, c'est-à-dire comment on sait distinguer le cœur de ce qu'il y a à faire et tout ce qui va autour. Et ce raisonnement que je suis en train de mener, ça vaut pour tous les domaines, pas seulement pour l'éducation, c'est-à-dire comment vous définissez des priorités, comment face à l'entropie, c'est-à-dire comme un univers en expansion qui ne cesse d'aller vers de plus en plus de choses qui se fragmentent de manière de plus en plus éloignée, hein, comme avec le Big Bang, l'univers part en expansion. De la même façon, avec le Big Bang de 1789 et de ce qui a suivi, que Tocqueville analyse, eh bien, les droits partent dans cette direction d'expansion. Et comment ce phénomène positif, vous le canalisez pour que ce soit gérable par la puissance publique et que à la fin, il ne se retourne pas contre lui-même. C'est-à-dire comment l'expansion des phénomènes démocratiques ne finissent pas par tuer la démocratie, qui tomberait dans une sorte de trou noir du fait de l'expansion de ses propres principes. Il y a beaucoup de phénomènes historiques qui s'apparentent à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand vous allez au bout d'un phénomène, il peut se retourner contre lui-même. Et la démocratie peut être dans cette situation. Et l'éducation, de nouveau, est une des plus grandes illustrations de ce phénomène. Et le récit que j'en fais dans le livre, eh bien, c'est au travers des attentes sociales qu'il y a vis-à-vis de l'éducation. Cela vaut pour les sujets structurels, mais ça vaut aussi pour les sujets de crise. Dans le livre, je raconte par exemple, évidemment, c'est un certain nombre de chapitres, la traversée de la crise sanitaire et ce que sont les attentes énormes de la société dans une traversée de crise. Et en disant cela, j'aborde un autre sujet qui est aussi quelque chose que vous devez étudier, quelque chose qui est très important dans la vie professionnelle, c'est-à-dire les situations de crise, la gestion de crise, la communication de crise et le processus de décision en situation de crise. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, et je vais le dire là aussi, j'espère sans prétention, mais sans modestie, sans fausse modestie non plus. J'ai dit tout à l'heure que nous avons fermé 12 semaines quand les autres pays ont fermé en général plus de 30 semaines, voire plus de 40 semaines. Un élève américain sur 2 n'est pas allé à l'école pendant 1 an. Tous les étudiants péruviens ne sont pas allés à l'école pendant 2 ans, etc. etc. C'est une catastrophe éducative mondiale. Mais si vous vous reportez en arrière, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, je vais prendre l'exemple du début de l'année 2021. En début de l'année 2021, j'avais toutes les pressions que vous pouvez imaginer, notamment, par exemple, les épidémiologistes médiatiques sur les chaînes d'information continue, l'ensemble des partis d'opposition, un certain nombre de syndicats, j'en passe à des meilleurs, et tous ceux qui ont une opinion, c'est-à-dire tout le monde, qui disait il faut fermer l'école. L'une des épidémiologistes médiatiques disait que j'étais menteur, peut-être plus ou moins assassin, etc. Quand on se retourne en arrière, et je me fais ce petit plaisir dans le livre, regardez l'asymétrie de la situation. Je ne pouvais pas répliquer à ça. Je n'allais pas moi-même aller faire face à telle ou telle personne et dire
c'est vous qui mentez, ou c'est celui qui dit qui y est, etc. On est dans une asymétrie. Vous êtes sous la pluie des critiques, et vous-même, vous ne pouvez pas vraiment répondre. Et en tout cas, pas de la même façon, certainement pas avec la même virulence, sinon vous rentrez dans un cercle vicieux de la violence verbale. Donc ça aussi, c'est évidemment un troisième problème de la démocratie, c'est l'asymétrie des outils entre celui qui exerce le pouvoir et les autres, ou entre la démocratie et les adversaires de la démocratie. Eh bien, cette personne, et elle n'est pas la seule, qui, dans ces moments-là, est d'une violence verbale extraordinaire vis-à-vis du ministre, en l'occurrence votre serviteur. Lorsqu'elle dit ça, personne ne lui demande des comptes après. Nous sommes aujourd'hui tout à fait capables de dire qu'elle avait complètement tort. Si on avait suivi ce qu'elle a dit, eh bien, on aurait pu être comme dans certains pays qui, du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, ont fermé les écoles. Ou au moins avoir 3 mois de confinement, 2 mois comme pour notre premier confinement. Mais quand vous devez faire le choix de cela, avec tous les arrière-plans que vous avez évidemment tous en tête, eh bien, vous êtes en situation de subir la critique, de ne pas pouvoir y répondre. Si vous avez tort, vous avez des torts de nature politique, mais même éventuellement de nature pénale. Si vous avez raison, personne ne vous en rend grâce. Et je dirais même plus, le fait d'avoir eu raison excite encore plus ceux qui ont eu tort, qui vous en veulent encore plus d'avoir eu raison. Et donc c'est un phénomène politique extrêmement intéressant à analyser, qui est même un phénomène psychologique, un phénomène humain très intéressant. C'est que en situation de responsabilité démocratique, soit vous avez tort et vous êtes mort, soit vous avez raison et vous êtes mort. Autrement dit, évidemment, je caricature un petit peu, mais c'est très intéressant d'analyser a posteriori les crises. Et en vous racontant ça, je veux insister donc sur un troisième problème démocratique, qui est l'asymétrie. L'asymétrie est l'apostrophe, c'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes outils que, disons, vos adversaires, ou en tout cas que ceux qui vous portent la contradiction pour la communication, que ce soit une communication de crise ou autre, et même pour l'action et les enjeux de responsabilité. C'est autour de la notion de responsabilité que ça se noue beaucoup. Vous êtes, pour le dire autrement, hyper responsable, tandis que vos adversaires sont hypo-responsables. Et cette situation est évidemment une difficulté démocratique. Ça peut être un problème pour la démocratie quand ça va trop loin, parce que, et on le voit en permanence, là par exemple, c'est évidemment très difficile pour le gouvernement actuel d'agir, pour les raisons que vous savez tous, et ça s'est résumé par l'adage que tout le monde connaît, la critique est aisée mais l'art est difficile. Eh bien, lorsque c'est porté jusqu'à un grand degré d'exacerbation, cela peut tuer l'action publique et d'une certaine façon décrédibiliser la démocratie. Alors sur ces 3 axiomes que sont la myopie démocratique, l'entropie démocratique et l'asymétrie démocratique, eh bien, ce livre que j'ai appelé La Citadelle est fait pour, d'une certaine façon, en donner une illustration. Et je voudrais conclure par là pour ouvrir un temps pour les questions, pour en donner une illustration, mais par le récit. Et j'ai voulu aussi que ce soit un livre, j'espère, agréable à lire, c'est-à-dire qu'un récit qui peut se lire un peu comme un roman, très concret, très humain, et que ce récit, en plus, soit un récit en réalité assez optimiste, même si c'est un récit qui raconte 1000 problèmes et 1000 obstacles. Parce que mon but est, premièrement, de montrer que des choses ont été faites, que des choses peuvent être encore faites à certaines conditions, si on est conscient des obstacles. Et deuxièmement, que les problématiques générales de la démocratie doivent être regardées en face si on veut éviter que la démocratie recule au XXIe siècle. Et donc, c'est un peu par ces réflexions-là que commence le livre. Que va devenir la démocratie au XXIe siècle ? Comment nous allons réussir à relever les défis des autoritarismes qui nous menacent, qui ont le sens du long terme, qui ont des moyens asymétriques par rapport aux nôtres et qui ne sont pas travaillés de l'intérieur par une expansion de la demande des citoyens, et comment nous réussissons à faire de nos risques une force, parce que, eh bien, à la fin, la démocratie, malgré tout, trouve en elle, parce que sa jeunesse est bien formée, parce qu'elle sait cultiver un certain optimisme, comment la démocratie trouve en elle les moyens de dépasser ces problèmes. Et on peut l'illustrer par des exemples.
le Covid, justement. Quand il y a eu la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de commentaires qui n'étaient d'ailleurs pas faux, dans un premier temps, pour dire, mais regardez, les Chinois, les Turcs, les Russes font mieux que nous. Les Chinois ont dit, nous, on a tout de suite trouvé un vaccin, etc. Donc il y avait un côté diesel de la démocratie et un côté rapide et, semble-t-il, efficace des autoritarismes. Puis quand est arrivé un deuxième temps, eh bien, on a eu des vaccins valables là où ils n'étaient pas valables chez les autres. On a eu des décisions folles, par exemple côté chinois, qui ont eu un impact sur l'ensemble de la population chinoise. Et donc, vous avez une sorte d'infériorité des démocraties dans un premier temps et, semble-t-il, de supériorité dans un deuxième temps. Eh bien, je trouve que c'est emblématique de la situation, c'est-à-dire du fait que il y a des difficultés apparentes de la démocratie, et Tocqueville a vu ça aussi. Mais à la fin, la démocratie a quand même des avantages largement supérieurs à ses inconvénients, dès lors qu'elle est consciente des problèmes qu'elle doit surmonter. Eh bien, si j'ai utilisé l'expression « la citadelle » pour donner un titre à ce livre, et je conclurai par là, c'est pour lui donner deux dimensions à ce mot. Une dimension négative, mais qui justement doit nous permettre d'être lucides, et une dimension positive qui vous concerne de très près. La dimension négative, la dimension de vigilance que nous devons avoir, c'est que tout pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit un pouvoir politique ou un pouvoir d'une autre nature, que ce soit la France sous la Ve République ou le ministère de l'Éducation nationale ou n'importe quel pouvoir politique, tout pouvoir court le risque de la citadélisation, c'est-à-dire le risque du recroquevillement à partir d'un certain temps. Et tout mon récit raconte finalement quelque chose de très lumineux au départ, un président élu pour les principes de participation, d'ouverture et de bienveillance aussi. Autant de choses auxquelles j'ai pleinement adhéré et auxquelles j'adhère encore. Et puis comment, au travers des crises, ce soir j'ai plutôt parlé de la crise sanitaire, mais il y a eu d'autres crises, sécuritaires, crise des gilets jaunes bien entendu. Au travers des crises, une certaine concentration des pouvoirs s'est réalisée. Elle était totalement légitime au moment de la crise sanitaire, on en avait besoin pour prendre des décisions vite et aussi inspirées que possible. Mais cette concentration a perduré et a créé un effet de citadélisation dont nous voyons d'ailleurs les conséquences aujourd'hui, notamment avec la dissolution et une forme d'irrationalité qui est le corollaire de la citadélisation. Mais la citadelle, c'est aussi, et c'est le deuxième point, d'abord, pour conclure sur le premier point, c'est précisément parce qu'on en est conscient qu'il faut l'éviter. Une sorte de discipline intérieure de celui ou celle qui exerce un pouvoir, c'est-à-dire vous, à un moment donné, vous allez exercer des pouvoirs. Quel qu'il soit, vous allez exercer des pouvoirs. Vous vous formez pour aider à changer les choses dans la bonne direction. Donc vous allez exercer des pouvoirs, petits, moyens, grands, mais vous allez exercer des pouvoirs. Et avec le temps qui passe, vous risquez de vous citadéliser. Et donc, être conscient de cela, c'est-à-dire avoir le sens de l'équipe, avoir le sens de l'ouverture, écouter, avoir des convictions et un cap, mais ne pas être pour autant sourd aux critiques et aux difficultés, ben c'est l'attitude qu'il faut avoir pour éviter la citadélisation. Et personne n'est jamais parfait par rapport à ça. Je prétends pas, moi, par exemple, ne pas m'être un peu citadélisé à certains moments. Bien sûr que c'est le risque qui nous guette tous. Mais en être conscient, c'est déjà résoudre la moitié du problème. Et il faut donc avoir bien ça à l'esprit. Et c'est, je crois, quelque chose que des jeunes qui se forment doivent avoir complètement à l'esprit. Et le deuxième sens du mot citadelle, c'est le sens philosophique, le sens des stoïciens, c'est-à-dire que vous devez vous construire, tout être humain doit se construire une citadelle intérieure, cette fois-ci dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que je commence par une citation de Saint-Exupéry dans son livre qui s'appelle Citadelle. Et cette citadelle intérieure, c'est la citadelle qui vous permet de traverser tous les épisodes de la vie, les bons et surtout les mauvais. C'est-à-dire le fait d'avoir un corps de principe, une forme de force mentale intérieure, inaltérable, qui vous constitue, qui est vous. Et cette force intérieure, eh bien, c'est elle qui permet de passer les différentes étapes. Et c'est aussi celle qui vous donne de la force, y compris dans les beaux moments, pour être efficace, pour faire avancer les choses. Et en même temps, être capable de résister et de ne jamais perdre votre cap, ne jamais perdre surtout vos principes, je l'espère, démocratiques, de jamais les perdre, quels que soient les aléas. Et la France a traversé de nombreux aléas, et toujours, il y a eu des personnes qui avaient cette citadelle intérieure, par exemple pendant la Résistance, par exemple au lendemain de la guerre de 1870, cette citadelle intérieure
qui doit se transmettre de génération en génération. Et j'espère que c'est justement ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que je suis heureux de fêter votre anniversaire. Merci beaucoup. Alors, nous allons ouvrir des questions. Vous avez encore du temps, Monsieur le Ministre? Quand on lit Charles de Gaulle, Le Fil de l'épée, le fameux chapitre L'homme de caractère, face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Vous voulez nous parler de la citadelle intérieure. Quel type de caractère est le vôtre, Monsieur le Ministre? Oh, c'est difficile de s'auto-définir comme ça, surtout surtout en public. En tout cas, ce qui est quelque chose qui m'est assez naturel, c'est l'optimisme. Je pense qu'il y a toujours une solution. J'ai parfois tort, d'ailleurs. Et parfois, c'est pas qu'une qualité d'être optimiste. Mais ce qui me vient naturellement comme pensée est toujours une pensée optimiste. Et je crois qu'on en a besoin en France. C'est pas notre... je crois que je suis très français dans pas mal d'aspects de ma personne, mais mon optimisme parfois me distingue. Et donc, pour moi, mon optimisme est la source de ma citadelle intérieure. C'est-à-dire, dans le livre où je parle de certains épisodes personnels, il y a des choses qui sont... À deux reprises, je parle de moments où j'ai eu ma vie a été en risque. Et donc, il y a beaucoup de réflexions sur ce qu'on peut appeler les circonstances exceptionnelles dans la vie. Eh bien, cet optimisme me paraît être ce qui permet ce retour sur soi dont parle le général de Gaulle qui n'est pas le général de Gaulle à ce moment-là, Charles de Gaulle dans Le Fil de l'épée, et qui est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Alors, j'ai posé la première question. Y a-t-il une seconde question, Camille? Bonsoir, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, un grand merci pour votre intervention très intéressante. Je voulais vous poser une question par rapport à un sujet qu'on a beaucoup abordé hier, concernant l'objectivité dans l'enseignement. On le sait, l'objectivité est une utopie. On vise l'objectivité. Cependant, en visant l'objectivité, est-ce qu'on ne s'empêcherait pas d'aborder certains sujets un peu plus polémiques qui suggéreraient forcément une certaine subjectivité des enseignants? Et quelque part, est-ce que rajouter de la subjectivité dans l'enseignement ne nous permettrait pas de développer plus l'esprit critique des élèves et d'aborder donc plus de sujets, plus de domaines, notamment, je pense, à la politique, afin de lutter contre le phénomène de dépolitisation des nouvelles générations? Je vous remercie. Bien, l'objectivité est une question qui se pose dans des termes qui peuvent varier selon les sujets dont on parle, par exemple en sciences dures ou en sciences humaines. Mais elle nous renvoie à la question de la recherche de la vérité. Si on part des sciences dures, elle vise évidemment l'objectivité. On est en période de prix Nobel en ce moment et on a des illustrations de ça. Mais cette objectivité des sciences dures, et je dis ça sous le contrôle de Catherine Bréchignac cette fois, après m'être mis sous le contrôle de Blandine Kriegel, je me mets sous le... cette objectivité scientifique, elle est accompagnée de l'humilité scientifique. C'est-à-dire que par définition, son moteur, c'est le doute. Et que vérité scientifique d'aujourd'hui n'est qu'étape vers la vérité scientifique de demain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des erreurs et des mensonges, mais la vérité avec un grand V, bien sûr, dans le domaine des sciences dures, elle n'est jamais atteinte totalement, bien sûr. C'est un chemin éternel, en quelque sorte. Et donc, dans le domaine qui est le plus propre à l'objectivité, c'est-à-dire les sciences dures, il faut tirer la leçon de l'humilité qui est consubstantielle à la démarche scientifique. Et s'en souvenir quand on parle des sciences humaines et sociales, où, par définition, l'objectivité est encore beaucoup plus dure à avoir, elle est même pratiquement impossible, mais où on peut quand même chercher à dégager des lois. Il y a en sciences politiques, en sociologie, des lois, entre guillemets, en tout cas des phénomènes qu'il faut cerner. Et l'humilité, elle doit être au carré, elle doit être encore plus forte, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de certitude, même en histoire. Il y a des difficultés en la matière. Et donc ce mariage entre la recherche d'objectivité et l'humilité me paraît absolument essentiel. Et donc, ce qu'on doit rechercher pour atteindre une certaine objectivité, c'est l'intersubjectivité, c'est-à-dire comprendre que, évidemment, c'est dialectiquement qu'on fait surgir des vérités. Donc,
dans les domaines qui sont les vôtres et qui sont les miens aussi, le dialogue, la contradiction sont non seulement pas à fuir, mais même à rechercher. Et il y a entre la dialectique et la République une forme de couple indispensable. Alors, Monsieur le ministre, nous avons une question ici, à votre gauche. Alors, Monsieur le ministre, déjà, merci beaucoup de venir clôturer ce colloque d'anniversaire. Je vais vous poser une question d'une étudiante en 3e année de bachelor ici à HEIP, donc qui n'est pas de moi. Vous évoquez la nécessité d'instaurer ou de maintenir une stabilité au sein de l'éducation nationale afin de permettre des changements significatifs. Pensez-vous que 10 ans suffisent pour y parvenir ? Alors, 10 ans, c'est déjà bien par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. C'est un peu relié à la question précédente. Et en réalité, c'est éternel. C'est-à-dire il faut avoir le sens de la durée sur des décennies, en fait. Mais c'est vrai qu'en 5 ans et en 10 ans, on peut là, pour le coup, quand même creuser des sillons qui peuvent fonctionner dans la durée. L'exemple type, c'est celui que j'ai donné sur les savoirs fondamentaux à l'école primaire. Mais je peux prendre un autre exemple qui vous touche, c'est la réforme du lycée. La réforme du lycée, elle suppose, c'est un énorme paquebot que l'on a fait bouger. Là aussi, c'est pareil, si vous allumez votre radio, vous entendez souvent des choses extrêmement critiques sur le sujet. Et dans le livre, j'en parle évidemment très fortement. J'assume complètement la réforme du lycée, j'en suis très fier. J'imagine que plusieurs d'entre vous, vous avez passé un baccalauréat nouveau. Par exemple, plusieurs d'entre vous, vous avez fait sans doute, je parle sous votre contrôle à tous, mais vous avez fait sans doute HGGSP, donc pour les non-initiés, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Ça vous a particulièrement préparé à venir ici, me semble-t-il. Hein, si je dis des bêtises, il faut me contredire. Et ça n'existait absolument pas auparavant. Et c'est beaucoup plus passionnant que ce qui existait auparavant. Mais si, après le ministre qui a fait ça, les ministres qui suivent disent oh, c'est peut-être pas si génial que ça. Ah tiens, si on reculait sur tel point, ou oublient l'esprit pour lequel ça a été fait, ou ne savent pas répondre quand on dit ah toute cette réforme a abîmé les maths et les sciences en France. Et là, je repars sous le contrôle de Catherine Machignac. Ça n'est pas exact. Et j'en donne vraiment des éléments chiffrés dans le livre. Alors évidemment, on a un problème de zigzag et un problème de non-continuité des politiques publiques. Mais pour me résumer, oui, ça a été possible en 5 ans de faire ça. Moins de 5 ans n'aurait pas permis de faire cette réforme, qui a nécessité largement 5 années entre son amont, sa réalisation et son aval. Et derrière ça, il faut au moins 5 ans de transformation et de prise en compte de toutes les conséquences d'une telle chose. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Justi. Premièrement, merci d'être venu, merci de conclure cette journée qui fut fort enrichissante. Je m'appelle Lucas Montelli, je suis en 2e année de Relations internationales et sciences politiques. Et ce qui est important peut-être à savoir, c'est que je suis fils et petit-fils de professeurs des écoles. Depuis plusieurs années, c'est une profession endeuillée. C'est une profession qui, depuis l'assassinat de Samuel Paty, a peur. C'est une profession qui n'ose plus forcément aborder certains sujets, qui a peur d'évoquer la liberté d'expression, la liberté de la presse, notamment depuis Charlie. Comment faire pour rassurer ces enseignants? Comment faire pour rassurer, pour leur montrer que l'État, le ministère de l'Éducation nationale est derrière eux et qu'ils peuvent aborder tous les sujets, aborder les sujets même les plus sensibles. Comment faire pour cette profession qui a peur? Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. D'abord, pour faire un zoom arrière par rapport à votre question, de façon générale, ce dont nous avons besoin, c'est de réinstaurer le caractère central du professeur dans notre société. Une société qui va bien est une société qui croit dans son école et qui donc place le professeur au centre de sa vie collective. Souvent, on a la nostalgie de la Troisième République, en disant, et j'ai parlé de Troisième République, en ayant l'impression que l'école de la Troisième République marchait mieux qu'aujourd'hui. C'est plus ou moins vrai sur un plan objectif, parce qu'elle avait plein de défauts aussi, mais ce qui est certain, ce dont nous avons la nostalgie, en réalité, c'est pas tant de sa réalité concrète que de la confiance qui existait à l'époque et qui, pour le coup, était bien réelle. C'est-à-dire que
les parents avaient confiance dans les professeurs et les respectaient. Jamais on n'aurait pu imaginer une violence sur un professeur. Et la société se disait, grâce à l'école, nous allons progresser perpétuellement. L'ascension sociale existera pour tous, la société progressera, etc. Et le doute sur la notion de progrès, le doute sur le rôle de l'école, ont d'une certaine façon miné progressivement ce sujet. Et la question du respect de la laïcité, la question de la violence éventuelle, même la plus extrême exercée sur un professeur, est évidemment à l'avant-poste, si je puis dire, de cette problématique, mais qui elle-même renvoie au salaire des professeurs, que nous avons commencé à augmenter, mais il faut aller beaucoup plus loin, au prestige des professeurs, à la manière dont on les recrute, à la manière dont se passe leur carrière, etc. etc. Et puis, s'agissant de la question du respect du professeur et de la violence qui peut exister, ou même de la difficulté à enseigner face, par exemple, aux contestations d'enseignement, eh bien là aussi, c'est des choses évidemment que j'apporte de façon approfondie dans le livre, en expliquant en 2017 ce que nous avons commencé à faire, la création d'un conseil des sages de la laïcité, la création d'équipes dans les rectorats pour venir en appui des professeurs quand il y avait des problèmes, la logique de signalement que nous avons instaurée. Ça a été fait. Ça n'a pas empêché l'assassinat de Samuel Paty. Ça n'a pas non plus empêché l'assassinat de Dominique Bernard. Qui nous disent quelque chose aussi de l'état de la société dans laquelle nous sommes, et évidemment du caractère parfois complètement imprévisible de l'acte terroriste et d'initiatives démentes de certains radicalisés. Et donc, sur ces sujets, il faut aussi faire la distinction entre ce qui relève des facteurs scolaires et des facteurs de la société en général. L'école doit contribuer à la réponse. Elle peut le faire aussi que dans une société qui, elle-même, contribue à la réponse par différents moyens. Une des choses que nous avons fait, c'est par exemple une coopération police-justice, éducation nationale beaucoup plus approfondie désormais. J'ai révoqué des personnels radicalisés, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nous avons fait un certain nombre de choses, mais vous ne pouvez jamais vous prémunir à 100% contre le terrorisme. En revanche, il faut être fort face au terrorisme, clair dans les principes et fort dans l'action, et sans se laisser fragiliser par les entre guillemets victoires du terrorisme. Que cherche le terrorisme? Il cherche à nous faire peur, il cherche à nous diviser, il cherche à nous faire douter de nous-mêmes. Et moi, je considère que depuis le 11 septembre 2001, un acte terroriste majeur a en quelque sorte inauguré le siècle en réussissant à créer ce doute sur soi-même de la démocratie. Et c'est bien pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit pour structurer cette conférence sur les risques que court la démocratie, la fragilité de la démocratie, et ce que nous vivons dans différents épisodes, et le 7 octobre en est un, bien entendu, l'assassinat de Samuel Paty en est un aussi, ce sont des actes terroristes qui sont faits pour nous faire douter de nous-mêmes. Et nous ne devons pas succomber à cela, et nous ne devons pas considérer que nous vivons à chaque fois des défaites. Nous vivons des mises en cause auxquelles il doit y avoir, face auxquelles il doit y avoir des réponses fortes et puissantes, parce qu'en effet, la démocratie, elle peut vivre des reculs, mais elle doit aussi se réveiller. Les solutions ne seront jamais des solutions magiques, parce qu'il y aurait un gouvernant génial qui aurait la baguette magique. Ce sont des solutions de mobilisation et de formation de la société. Je vois que Lenzo Di Placido, que je connais, qui est un de vos camarades, qui était d'ailleurs un des représentants des lycéens quand on traversait la crise sanitaire, et qui donc est témoin de certaines choses que j'ai pu dire sur la façon dont on a traversé la crise. Il voulait prendre la parole parce que une des choses aussi que je pouvais aborder ce soir, c'est le fait qu'on a créé le laboratoire de la République, qui vous est ouvert à tous, et qui est fait justement pour que des jeunes puissent s'engager. Moi, le sujet qui me mobilise beaucoup et qui n'est pas sans lien avec les questions que vous avez posées aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'unité de la République, c'est-à-dire le fait que notre pays doit rester uni sur ses principes fondamentaux. Et le premier des enjeux, c'est l'unité des territoires. Des jeunes comme vous doivent se former à prendre des responsabilités, y compris des responsabilités politiques. Et ça peut commencer par prendre des responsabilités là où aujourd'hui la France se dévitalise, c'est-à-dire, je pense aux petites villes, aux villages, qui vont avoir besoin, par exemple, en 2026, qu'il y ait des nouveaux conseillers municipaux, des nouveaux maires, des personnes qui prennent des responsabilités. Et vous pouvez en prendre dès lors que vous vous formez bien, que ce soit dans votre vie d'étudiant, au travers de l'institution
où vous vous formez, comme l'HEIP, mais aussi au travers de vos engagements. Et le laboratoire en est un bon exemple.